Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Vous êtes la présidente de la région Île-de-France, qui est la première région universitaire de France et la première région scientifique d'Europe. Et donc, le fait que vous soyez présente ici dans cette opération Choose Science, c'est un symbole de l'intérêt de la région pour l'université et pour la science. Absolument. Quand le président de l'intercommunalité de Saclay, Grégoire Delastéry, qui est aussi mon vice-président à la mobilité, est venu me parler de cette opération, puis le point, j'ai tout de suite dit que la région devait y être pleinement associée. Pourquoi on doit y être pleinement associé? Parce que nous avons comme ambition de rester la première région d'innovation d'Europe et de jouer dans la cour des grands. La cour des grands, c'est la Silicon Valley, c'est Shenzhen. Donc nous voulons être la Silicon Valley d'Europe. Et nous avons tous les atouts pour ça. Nous avons tous les atouts pour ça parce que nous avons une école mathématique qui est hors norme. La première du monde. Une des premières du monde. Nous avons une école de physique qui est aussi une des premières du monde. Et tout ça couplé avec évidemment nos sciences humaines, nos sciences sociales. Donc ça fait, nos sciences économiques, ça fait de nous potentiellement, effectivement, la grande terre d'innovation. Et derrière le fait d'être une grande terre d'innovation, il y a évidemment la souveraineté, la maîtrise de notre destin. Si nous ne voulons pas que l'avenir du monde s'invente ailleurs, en Chine, aux États-Unis, en Russie, eh bien, nous devons prendre le leadership. Vous dites d'ailleurs dans l'éditorial que vous faites dans la revue consacrée à cette opération, qu'il y a une opération Manhattan aux États-Unis et qu'il pourrait y avoir une opération Saclay, au fond, en France, justement sur cette souveraineté et sur, au fond, l'importance de la science dans notre vie quotidienne et dans le monde qui va arriver. Oui, ce que je crois, c'est qu'il y a face à nous des défis qui attendent la planète, qui sont des défis colossaux, et notamment le défi climatique. Ces défis, nous ne pouvons pas les résoudre sans la science. Et je disais que pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand il a fallu se défendre contre les attaques allemandes, les Américains ont fait le projet Manhattan. C'est-à-dire qu'ils ont, vous avez vu peut-être le film Oppenheimer, mais ils ont mobilisé tous les scientifiques du monde libre pour essayer de trouver, de maîtriser l'énergie nucléaire. Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle qu'il faut qu'on maîtrise, cette intelligence artificielle qui va nous permettre de nous dépasser et de nous donner des outils pour relever les défis de l'avenir. Alors vous avez élaboré un certain nombre de ce que vous appelez des questions d'intérêt majeur dans un certain nombre de domaines, la santé notamment, et les recherches les plus récentes sur le cerveau, mais aussi l'impact de la Covid sur les jeunes. Il y a aussi l'environnement, avec une question très actuelle. Vous étiez au Salon de l'agriculture cette semaine. Quel est l'avenir de l'agriculture et de l'alimentation durable en Île-de-France? Et justement, quels sont vos objectifs dans cette matière? Pourquoi avoir listé justement ces questions d'intérêt majeurs? Parce que la région est tellement grande et il y a tellement de talent dedans qu'il fallait qu'on fasse des choix. D'accord. Il faut qu'on fasse des choix. Pourquoi ? Oui, il faut faire des choix pour être visible à l'international. Parce que si on fait tout et qu'on saupoudre, on ne sera pas visible. Donc moi, je voulais que sur un certain nombre de lignes de force, on affirme notre volonté d'être encore meilleur. Alors, quelles sont nos lignes de force? Il y en a toute une série en santé. Il y a notamment les neurosciences, il y a l'infectiologie, il y a la question du handicap, de toutes les technologies liées au handicap, il y a la cardiologie. Donc on a toute une série de domaines, la cancérologie, sur lesquels nous voulons être leaders. Et puis il y a des domaines d'intérêt majeurs dans d'autres domaines de la science, typiquement l'alimentation, la pollution de l'air, donc sur le vieillissement, qui sont les grands défis du siècle et sur lesquels on veut absolument chercher. Alors, il y a un domaine, évidemment, dont on parle beaucoup, qui est l'intelligence artificielle. Et là, vous développez un programme d'intelligence artificielle. Ça s'appelle IA for IDF, avec un 4, mais enfin, on dit fort, c'est pour. Vous parlez d'une intelligence artificielle fondée sur l'humain. Pratiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on invente notre modèle propre de régulation. Et
ça peut pas. Alors, vous connaissez la formule, hein, les États-Unis innovent, les Chinois copient et les Européens régulent. Donc l'objectif est certainement pas qu'on hyper-régule avant même d'avoir innové. Mais l'objectif quand même, c'est qu'on invente une régulation européenne de l'IA. On ne peut pas tout faire avec l'IA, on ne peut pas tout se permettre avec l'IA. Et bien évidemment, il va falloir que lorsque un certain nombre de logiciels ou d'algorithmes sont systémiques, c'est-à-dire qu'ils vont forger un système de pensée, eh bien, ils puissent être contrôlés pour que l'intelligence artificielle soit mise vraiment au service de l'homme et au bénéfice de l'homme, pas au bénéfice de la collecte des données par des GAFAM américains ou chinois d'ailleurs. Sur le plan financier, il y a un contrat plan État-région pour la période 2022-2027. L'effort financier, il sera suffisant ou faudra faire appel peut-être à d'autres sources de financement? La région a des moyens modestes. Nous ne sommes pas un État fédéral, mais il y a évidemment tous les programmes d'État. Et à côté de ces programmes d'État, nous essayons de mettre, j'allais dire, à la fois notre argent et notre réseau au service de l'innovation. L'argent, c'est 500 millions d'euros. 500 millions d'euros qui sont consacrés peu ou prou à l'écosystème de recherche chaque année en Île-de-France, à travers des bâtiments neufs, à travers des programmes de recherche financés, à travers des grands lieux d'innovation. Et puis, il y a aussi notre réseau. C'est quoi notre réseau? L'Île-de-France finance tout. On finance à la fois les universités, les labos de recherche, les entreprises, les PME, les start-up. On finance les centres de formation, on finance les lycées. Donc, on met ensemble tout cet écosystème et on essaye aussi d'attirer des capitaux privés. Parce qu'il ne faut pas avoir peur non plus de faire du partenariat public-privé. Il y a beaucoup d'argent en Île-de-France et il y a aussi beaucoup d'argent dans le monde qui cherche à investir en Île-de-France. Et c'est pour ça que je considère comme une de mes responsabilités d'être aussi attracteur, je ne sais pas comment on veut dire, attractrice d'investissements étrangers. Et pour la deuxième année consécutive, nous avons réussi à être le territoire le plus attractif d'Europe pour les investissements étrangers. Et on va continuer. On va évidemment se servir des Jeux Olympiques et Paralympiques pour être encore une autre vitrine du savoir-faire francilien. Alors c'est vrai qu'on arrive à une période, un moment de l'évolution des connaissances, des recherches, où on est partagé entre deux sentiments. Le premier, c'est que les perspectives qui s'ouvrent sont considérables et vous parliez de la santé, on va faire des progrès probablement incroyables dans les années qui viennent. Et puis, de l'autre côté, l'idée qu'on entre dans un nouveau monde, un monde peut-être irréel, peut-être virtuel, où l'homme ne parviendra plus à gouverner, que l'homme ne parviendra plus à gouverner et qui risque de lui échapper au fond. Quel est votre sentiment entre ces deux extrêmes, enfin qui sont deux possibilités? Moi, je pense que la peur n'efface pas le danger. Donc, ça ne sert à rien d'avoir peur. Le sujet, c'est qu'effectivement, toute technologie qui serait hors contrôle peut potentiellement devenir dangereuse. Donc, le sujet, c'est de la maîtriser. Mais pour la maîtriser, il faut la dominer. Et pour la dominer, il faut être aux avant-postes. Et donc, le sujet, c'est d'être aux avant-postes. Le sujet, c'est d'attirer les meilleurs chercheurs chez nous. Le sujet, c'est de pouvoir les rémunérer. Le sujet, c'est d'arrêter cette bureaucratie infâme qui fait qu'en France, on met 8 ans pour porter un projet d'innovation sur les fonds baptismaux, là où aux États-Unis ou en Chine, on met 1 an, 18 mois. Si vous voulez, nous avons besoin de retrouver cet esprit d'innovation et cet esprit de conquête. Et vous savez, vous avez parlé des agriculteurs tout à l'heure, on a vu les agriculteurs se rebeller contre la technostructure, mais je pourrais vous parler de ma semaine, c'est d'essayer de trouver des solutions face à des haies bureaucratiques et un parcours du combattant bureaucratique. Et dans le domaine de la recherche, c'est épouvantable. C'est épouvantable ce qu'on met comme parcours du combattant pour nos chercheurs. Alors vous parlez de la santé, c'est le pire de tous, parce qu'évidemment, il faut faire attention quand on fait de la recherche en santé. Mais si vous voulez, l'autre jour, j'étais dans un hôpital qui fait des transplantations un peu sensibles, et il travaillait en partenariat avec un hôpital de Suède. La Suède n'est pas un pays d'ultralibéralisme débridé. Bon, voilà, le Karolinska de Stockholm a eu l'autorisation de transplanter 4 ans avant nous.
Voilà, 4 ans avant nous. Donc, c'est pas possible. Ça reste beaucoup trop long. Alors, je sais que le gouvernement dit qu'il veut s'y attaquer. Moi, j'avais proposé un comité de l'âge dans une élection présidentielle dans laquelle je m'étais, avec un petit peu d'audace et d'intrépidité, lancé. Franchement, ce comité de la hache, il est indispensable. Il faut hacher menu toutes ces régulations, les passer au crible, les passer au tamis et essayer de laisser nos innovateurs innover. Vous parlez de preuve d'amour à donner à la science et aux scientifiques. Ça passe évidemment par les financements, mais ça passe aussi par la simplification de la vie au fond des chercheurs. Et puis par des déclarations pro-science. Si vous voulez, moi, je suis scientophile. J'ai été ministre de la Recherche. J'ai adoré, pendant 4 ans, travailler aux côtés de ces aventuriers du savoir que sont nos grands chercheurs. On a besoin de leur redire notre amour. Ils ont besoin de sentir qu'on croit en eux. Pourquoi ? Parce que, franchement, c'est un sacerdoce aujourd'hui d'être un chercheur, surtout dans le secteur public. On a affaire à vraiment une bureaucratie très très lourde et ils ont besoin de sentir que, malgré le fait que leurs salaires ne sont pas très élevés, ils ont un rôle social fort. Et quand ils voient à la télé les fake news, quand ils voient à la télé les complotistes, quand ils voient à la télé n'importe qui dire n'importe quoi, alors que eux connaissent, en tout cas ce qu'on appelle la vérité scientifique, c'est-à-dire la vérité en l'état actuel des connaissances, ça les rend malades. Et moi, je le comprends. Et je pense qu'il faut remettre la parole du chercheur, remettre la démarche scientifique au cœur de notre société et la valoriser. Je suis toujours très choquée quand je vois que la nouvelle d'un prix Nobel ne fait pas la une du JT de TF1 à 20h, que quand on a des très grands scientifiques qui ont des grands prix, eh bien ça ne fait pas la une des journaux. Et je pense qu'on devrait être aussi fiers d'eux qu'on sera fiers de nos médailles d'or des Jeux Olympiques. Merci beaucoup. Merci.